Bonjour, alors aujourd'hui on va voir dans le cadre de la leçon 142 pour l'externe et 106 pour l'interne, un développement sur le PGCD qui me paraît optimal, autant pour la pertinence du théorème que pour ses applications et pour la force de placement dans différentes leçons. Alors d'abord parlons du théorème. On part de sigma, une permutation de Sn. Je vais appeler mi de sigma, attention, le nombre de cycles dans la décomposition en cycle à support disjoint de sigma puissance i. Alors, sigma et taux sont conjugués si et seulement si mi de sigma est égal à mi de taux, quel que soit i, de 1 à n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un invariant de conjugaison, comme on peut en avoir dans les groupes évidemment, mais aussi dans les matrices. Voilà. On a quelque chose qui nous dit directement si deux permutations sont conjuguées ou pas. Regardez par exemple, vous prenez 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, la double, donc ça c'est le 3 cycles et ça c'est la double transposition de S4. Alors ici, on va regarder 1, 2, 3 puissance i, ça fait 1, 2, 3, puissance 1, d'accord. Puissance 2, ça fait 1, 3, 2. Puissance 3, ça fait l'identité. Puissance 4, ça fait à nouveau 1, 3, 2. Et on fait pareil pour la double transposition. Puissance 1, ça fait lui-même. Puissance 2, ça fait l'identité. Puissance 3, ça fait encore lui-même. Et puissance 4, ça fait l'identité, parce que lui, il est d'ordre 2. Donc ça veut dire que notre vecteur ici, si je regarde ça comme un vecteur pour i allant de 1 à n, là, alors attention, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul cycle, mais en fait il y en a deux, parce que je compte, puisque je suis dans S4, je compte un cycle en quelque sorte 4. Donc ça c'est important, c'est pour ça que je voulais donner cet exemple-là. Là j'ai deux cycles. 1, 2, 3, ça en fait un, et juste 4 tout seul, ça en fait un deuxième. Là, pareil, 2. Là, c'est l'identité, donc c'est 4, parce que c'est le cycle 1 fois le cycle 2 fois le cycle 3 fois le cycle 4. Bon. Et ici, on va avoir à nouveau 2. Mais pour lui, on va avoir 2, 4, 2, 4. Voilà. Donc les vecteurs sont différents, ils ne sont pas conjugués. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, s'ils avaient été conjugués, ça c'est la partie facile, ils auraient eu les mêmes décompositions. Bon. Cet invariant total possède une application à la réduction. Si on regarde les matrices de permutation associées, donc on est dans Mn de K, puisque là on était dans Sn, P sigma, la matrice de permutation associée à sigma, et P taux sont semblables dans Mn de K, si et seulement si sigma est conjugué à taux. De droite vers la gauche, c'est très facile. C'est juste le fait que P sigma alpha est égal à P sigma fois P alpha. Bon. Mais dans ce sens-là, c'est difficile, d'autant plus que c'est très difficile en général si on est sur un corps quelconque. Parce que si on est sur un corps de caractéristiques nulles, alors avec des traces, on arrive à s'en sortir. Maintenant, si on est dans un corps de caractéristiques quelconque, là, ça devient vraiment difficile, et c'est là où ce théorème est très pertinent. Alors, j'en profite pour dire où vous pouvez trouver ce développement dans Carnet de voyage en algébrie. Autant promo, Chapitre 1 et 3.24. Alors ça, c'est ce développement-là. Et ensuite, pour l'application, c'est un peu plus tard. Il y a deux applications à ce développement. Donc, un qui va être en caractéristique nulle et l'autre en caractéristique quelconque. Bon, vous pouvez regarder ça. Alors, au niveau placement, effectivement, vous avez les leçons sur le PGCD, leçons sur le groupe cyclique, sur le groupe symétrique. Donc, vous allez voir que le groupe cyclique joue un rôle important, et ça, c'est très souvent dans les groupes finis. Vous allez avoir des formes quadratiques réelles, vous allez avoir des systèmes linéaires, et vous allez avoir de la réduction si vous insistez sur l'application. On ne peut pas tout faire à la fois dans le même développement, mais le développement est à géométrie variable en fonction du placement.
Alors peut-être que ce système linéaire, c'est un petit peu abusé, il n'y a pas un, mais ça donne un joli exemple. Mais pour le reste, vous allez voir, c'est quand même assez pertinent. Alors, pour vous convaincre de certains placements, voici des théorèmes intermédiaires. D'abord, dans Z sur NZ, donc le groupe cyclique additif évidemment, si on prend A un entier et on regarde la classe de A, eh ben, elle a pour ordre n sur le PGCD de AN. Voilà, bon, c'est un classique. Autre théorème, si sigma est un n-sigle de Sn, alors mi de sigma, ça va être, on va déduire de là que ça va être le PGCD de I et de N. Et ensuite, vous regardez cette matrice-là, la matrice des PGCD de IJ, où IJ va de 1 à N. Donc c'est une matrice que vous pouvez voir comme une matrice de Mn de R, et même une matrice de Sn de R, parce que c'est symétrique, d'accord? Eh bien, elle est définie positive. Voilà, ce qui nous aidera dans un certain système linéaire. Et donc vous voyez, PGCD, c'est clair, groupe cyclique, groupe symétrique, forme quadratique. Système linéaire, ben ça viendra de là. Et la réduction grâce à l'application. Alors évidemment, hein, toujours pareil, on peut créer avec tout ça des développements à géométrie variable qui ont un bon placement là-dedans, mais il n'y a pas un développement universel qui va faire tout ça, évidemment, toujours pareil. Donc là, je n'ai pas encore commencé le développement, mais j'annonce un résultat préliminaire bon, qui est bien connu, c'est que sigma et tau sont conjugués dans Sn, déjà, si et seulement si, on part déjà d'un invariant total, Nj de sigma est égal à Nj de tau, quel que soit J de 1 à N. Qu'est-ce que c'est Nj? Ben, c'est le nombre de cycles dans la décomposition, hein, oui, dans la décomposition à super disjoint de sigma et de taille J. Donc, on va dire Nj, je vais essayer de le dire un peu mieux, Nj c'est le nombre de cycles de taille J dans la décomposition à support disjoint de la permutation. Donc par exemple, ces deux permutations-là sont conjuguées. C'est-à-dire que vous allez avoir, on va regarder les NJ, hein, la taille 1, ben, vous en avez 0, là ici, la taille 2, ben, vous en avez 1, ici, la taille 3, vous en avez 1, la taille 4, ben, vous en avez 0, la taille 5, vous en avez 0. Donc là, vous pouvez dire que c'est conjugué. Voilà. Alors, bon, rapidement, je dis d'où ça vient. Ça vient de la formule de conjugaison, hein, c'est-à-dire alpha, quand vous conjuguez par une permutation alpha, sur un K-cycle, eh bien, conjuguer le K-cycle, c'est à chaque fois translater les éléments du cycle, c'est-à-dire alpha I1 jusqu'à IK de alpha moins 1, ben, c'est le K-cycle alpha I1, alpha I2 jusqu'à alpha IK. Donc ça, c'est une formule qui est bonne à connaître, évidemment. Et donc, ce qui va faire que, quand je vais prendre alpha, ici, qui envoie 1 sur 4, vous voyez, 1 sur 4, son homologue, hein, 2 sur 1, 3 sur 3, 4 sur 2 et 5 sur 5, ben, on va avoir alpha sigma, alpha moins 1, égale tau. Ça, c'est sigma, et ça, c'est tau. Je rappelle. Alors, ce résultat nous donne un invariant de conjugaison, un invariant total de conjugaison dans Sn, mais c'est bien d'avoir celui-ci, parce que le premier, il ne nous fournit pas cette application, alors que celui-ci, il nous le fournit directement. Voilà, alors on va pouvoir attaquer la preuve de ce théorème, et donc le développement. Alors, allons-y pour la preuve. D'abord, je commence par montrer ce résultat classique que dans un certain contexte on peut aussi admettre, hein, mais voilà, c'est que l'ordre de A, la classe de A, dans Z sur NZ, c'est N sur le PGCD de A et de N. Bon, alors, je vais poser N', ben, le quotient de N par le PGCD, et A', pareil, de sorte que, par définition, N' et A' sont eux premiers entre eux. Je pars du fait que KA est nul
Ka bar est nul là-dedans, ce qui veut dire que Ka est égal à L fois N dans Z. Donc je simplifie par le PGCD et j'obtiens Ka' égale Ln'. Donc maintenant, comme A' divise Ln' et est premier avec N', bah, ça veut dire que A' divise L. Bon, clair, lemme de Gauss. Ce qui veut dire que K maintenant est égal à L sur A' qui est un entier fois N'. Et on voit bien que K est bien multiple de ceci qui est l'ordre prétendu. Maintenant, pour montrer que c'est l'ordre, il suffit de démontrer que lui annule bien A bar dans Z sur NZ. Mais ça, c'est évident, parce que quand on regarde N sur PGCD de A et de N fois A, c'est un multiple de N, puisque c'est A'N et que A' est dans Z. Donc ici, voilà, c'est terminé. Hein, on a montré que tout annulateur de A bar était multiple et de cet élément, et que cet élément l'annule. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir l'ordre. Alors maintenant, grâce à ça, on va montrer que si sigma, dans un premier temps, est un n cycle, alors mi de sigma, c'est le PGCD de n et de i. Alors, puisque c'est un n cycle, je peux toujours supposer, quitte à conjuguer sigma, que c'est le n cycle 1 jusqu'à n. Bon, c'est juste des lettres finalement. Mais ces lettres sont pratiques parce qu'elles me donnent une formule pour calculer les images de sigma i. Effectivement, vous allez vous convaincre que sigma puissance i envoie 1 sur 1 plus i, et sigma i de a, ça va être aussi a plus i. Mais attention, hein, tout ça, il faut le voir modulo n, c'est-à-dire que quand i va dépasser ici, quand a plus i va dépasser n, on va repasser par la case départ, hein, comme au Monopoly. Bien, regardons maintenant, donc sigma puissance i va se décomposer en cycles. Ce n'est pas forcément un n cycle. Hein, vous avez vu, par exemple, si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous le mettez à la puissance 2, ça va faire 1, 3, 5 fois 2, 4, 6. Et si vous le mettez à la puissance 3, ça va faire 1, 4, 2, 5, 3, 6. D'accord? Donc, alors, maintenant, bien oui, ce qui va se passer, on va regarder le parcours. D'accord? Ici, par exemple, le parcours de 2, ça va être 2, 5, puis ensuite 2, 5, 2, 5, 2, 5, de A dans sigma puissance i. Eh bien, A va devenir A plus i, puis il va devenir A plus 2i, puis va devenir A plus KI. Et quand c'est ce qui revient, il revient au moment, puisqu'on est on est module, on calcule les choses ici, les éléments ici sont vus modulo n, on revient à la case départ au moment de l'ordre de i. Forcément, c'est le minimum où on revient, par définition de l'ordre. Ça veut dire qu'on va avoir A plus I, etc., jusqu'à A plus O moins 1 I, où O, ça va être l'ordre de I, de la classe de I, modulo n. Et ça, on a vu, d'après ce qui précède, que c'est n sur PGCD de NI. Et ça, c'est la taille du cycle. Donc, par exemple, ici, la taille du cycle, ça allait être 6 divisé par le PGCD de 2 et de 6. Donc ici, la taille du cycle, c'est 3. Et tous les éléments, vous savez, cette régularité, participent à un cycle de même taille. Et cette taille est donnée par ça. Donc ça veut dire que le nombre de cycles, évidemment, c'est, puisqu'on était parti d'un cycle de taille n, c'est n sur PGCD, c'est-à-dire le PGCD de NI. Et donc on a exactement PGCD de NI cycle, et on sait leur taille. Voilà, cette régularité fait penser au théorème de Lagrange. En fait, c'est le théorème de Lagrange dans Z sur NZ, si on regarde bien. Maintenant, l'étape 3, c'est l'étape 2, mais maintenant sigma n'est plus un n cycle, sigma est une permutation quelconque. Elle va se décomposer
en cycle de taille J. D'accord ? Si vous avez une décomposition de sigma en cycle ici, voilà, de taille J, d'accord ? Donc il peut y avoir, il y a plusieurs cycles. Il y a NJ de sigma, cycle de taille J. Comme les cycles sont à support disjoint, quand ils commutent entre eux, et donc vous allez avoir sigma I, ici, ça va être le produit des sigma JK puissance I. Ils commutent entre eux, donc le produit des puissances, c'est la puissance des produits. Bien, et donc là, comme on a des cycles, on peut appliquer ça, ce qui veut dire que tous ces cycles vont se décomposer en sous-cycles, en quelque sorte, comme ici, et tous à support disjoint, parce qu'au départ, ils étaient à support disjoint. Donc ici, vous allez avoir MI de sigma. À partir d'un cycle CJ, on va en récupérer PGCD de I et J, d'après 2. Mais comme il y a NJ de sigma cycle, ben on va en récupérer ceci. NJ de sigma fois le PGCD de I et de J. Et il faut faire parcourir, on va faire la somme pour tous les J, de 1 à N. Donc on a une jolie formule, et c'est là où on a un système linéaire. Regardez, vous partez de cette égalité. Bon, la réciproque, elle est assez claire, à partir de là. Mais vous partez de cette égalité. Et vous voulez montrer qu'ils sont conjugués. Donc vous voulez montrer que les NJ de sigma sont égaux aux NJ de tau. Mais oui, mais vous avez l'égalité ici. Donc ce qu'il faut montrer, c'est que vous pouvez récupérer les NJ de sigma et les NJ de tau à partir des MI de sigma. Ce qui veut dire qu'il faut inverser un système. Ce système, eh bien, il a une matrice, d'accord, la matrice principale du système. C'est une matrice symétrique, S, qui est le PGCD de IJ. Il faut montrer qu'elle est inversible. Mais comme elle est symétrique, je vais simplement montrer qu'elle est définie positive. Pour cela, je vais montrer qu'elle est congruente à la matrice diagonale des phi de K, où phi, c'est l'indicatrice de l'air. Voilà. Ça devient intéressant, vous voyez, on voyage. Là, on est bien dans le carnet de voyage. Alors, pour montrer que c'est congruent, je vais donner, donc à partir du moment où j'aurai montré que c'est congruent, d'accord, j'aurai montré que c'est bien dans Sn++, parce que ça, la diagonale est positive, donc ici c'est dans Sn++, donc S sera dans Sn++. Mais pour montrer que c'est congruent, je vais donner explicitement une matrice de passage, c'est-à-dire des vecteurs, tels que la forme quadratique associée à ça va être congruente à la forme quadratique associée à ça. Alors allons-y. Je vais partir des vecteurs Vj. Alors je mets J en indice supérieur. Ce n'est pas une puissance, c'est un indice supérieur. Donc c'est V indice supérieur J. C'est un vecteur de Rn pour toute la famille J de 1 à n, tel que sa coordonnée, alors là je mets l'indice inférieur, c'est le symbole de Kronecker pour K divise J. Donc si vous voulez un exemple, pour n égale 4, mon premier vecteur, il faut que, pour J égale 1, il faut que K divise 1, donc il n'y a que 1, donc 1, 0, 0, 0. Pour K égale 2, les diviseurs de 2, c'est 1 et 2, et là c'est 0. Pour K égale 3, c'est 1 et 3, donc 1, 0, 1, 0. Et pour K égale 4, c'est 1, 1, 0, 1, parce que les diviseurs de 4, c'est 1, 2 et 4. Voilà, vous avez une matrice P, il y a des 1 sur la diagonale, vous êtes convaincu que P est inversible. Et donc, on a bien une base, c'est une base échelonnée. Alors allons-y, on va calculer la forme polaire, pour la forme polaire, donc le produit scalaire associé à cette forme quadratique-là, donné par cette matrice, de VI, VJ, des éléments de la base. C'est-à-dire que je vais regarder en quelque sorte la matrice de la forme quadratique associée à cette matrice dans la base canonique, mais cette fois-ci, je vais regarder la matrice de cette forme quadratique, mais dans la nouvelle base. C'est-à-dire, il faut regarder ce produit scalaire, parce que ça, je sais que c'est défini positif, donc je regarde ce produit scalaire, sur la nouvelle base.
Eh bien, par définition, c'est somme de k égale 1 à n de phi de k vki fois vkj. Donc, c'est la somme de k égale 1 à n de phi de k fois, par définition, delta ki, delta kj. Mais ça vaut 1 que si k divise i et k divise j. Par propriété du PGCD, c'est si et seulement si k divise le PGCD de i et de j. Voyez, donc ça fait sigma de k égale 1 à n de phi de k, delta k divisant le PGCD de i et de j. Donc maintenant, il n'y a que des zéros, sauf si k divise le PGCD, ce qui veut dire que ma somme, c'est la somme pour k divisant PGCD de phi de k. Mais ça, on a une formule. Il y a une célèbre formule d'arithmétique sur l'indicatrice de l'air qui dit que la somme pour k divisant n de phi de k, c'est simplement n. Donc ici, ça va être simplement le PGCD de ij. Donc on est parti de cette matrice-là, qui définissait un élément de Sn++, donc un produit scalaire, et ce produit scalaire dans la nouvelle base nous a donné cette matrice-là. Donc elles sont congruentes, en particulier, le déterminant ici est non nul, et donc on va pouvoir inverser le système qui est ici. Ce qui veut dire que si mi de sigma est égal à mi de taux, alors nj de sigma est égal à nj de taux, quel que soit j, et donc sigma et taux sont conjugués. Voilà. Maintenant, je vais vous donner une petite indication pour l'application, que vous pouvez aussi trouver dans Carnet de voyage en algébrique. Ok, on va regarder l'application rapidement. C'est dans Carnet de voyage en algébrique, c'est chapitre 1, 3.25. C'est le lemme de Brouwer. Alors, bon, je vous dispense de la preuve de s'ils sont conjugués. Alors ça, c'est conjugué, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bon, ça, c'est assez évident. Mais ça, c'est la partie difficile. Et surtout, si vous regardez un petit peu le lemme de Brouwer, la plupart du temps, quand vous voyez une preuve, soit dans un livre, soit sur Internet, vous avez la preuve en caractéristique 0, en utilisant des traces. C'est-à-dire qu'on est dans le corps et on retrouve les invariants, mais dans le corps, par une trace. Et une trace, ça reste une trace, mais on ne peut pas récupérer l'élément si on a une caractéristique différente de 0. Vous allez obtenir les invariants, mais modulo P, si P est la caractéristique du corps. Et donc ça, vous n'avez pas les invariants, vous n'avez que les invariants modulo P. Donc là, vous allez voir qu'on a vraiment les invariants, et ça, c'est assez chouette. Donc l'application, c'est que si P sigma est conjugué à P tau, alors sigma est conjugué à tau. Bon, alors ça, c'est bien, ça, P sigma, c'est la matrice de permutation de sigma. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, je vais vous convaincre que les choses marchent, en prenant encore une fois un sigma très particulier, mais ça marcherait pour, voilà, on a, dans toute classe de conjugaison, on a un élément de cette forme-là, donc on prend 1, 2, 3 jusqu'à n1, n1 plus 1 jusqu'à n2, n2 plus 1 jusqu'à n3, etc. et nk moins 1 plus 1 jusqu'à nk. Donc ça, c'est une classe où on a 4 cycles dans la décomposition, c'est-à-dire que m1 de sigma, c'est-à-dire le nombre de cycles de sigma puissance 1, c'est exactement k. Et cet invariant qui est précieux, parce que c'est un invariant total, c'est lui qui va nous dire si sigma et tau sont bien conjugués ou non, eh bien il faut le retrouver dans la classe de conjugaison de la matrice de permutation P sigma. Regardez, vous avez ker de P sigma moins identité, eh bien c'est facile de voir que, bon, regardez, donc vous prenez la base canonique E1 jusqu'à En, de k puissance n. Et donc ça, le E1 plus E2 jusqu'à En1, lui est invariant. C'est-à-dire qu'il est dans ker de P sigma moins identité. Pourquoi? Parce que quand vous allez appliquer P sigma à ça, E1 va devenir E2, E2 va devenir E3, etc. jusqu'à En1 qui va devenir E1. Mais la somme, elle est laissée invariante.
Donc ça va être un vecteur invariant. De la même manière, vous allez avoir ici, ici, ça va vous donner un vecteur invariant. Et ça, un vecteur invariant, etc. Et on arrive à montrer, donc vous avez une inclusion ici, et c'est pas très difficile de montrer qu'on a l'inclusion inverse, que le Kerr est engendré par ces vecteurs invariants obtenus à chaque fois que vous avez un cycle. Ce qui veut dire que la dimension de ce noyau, c'est justement le nombre d'éléments qu'on a, c'est-à-dire K éléments, ils sont clairement indépendants, et K c'est M1 de sigma. Alors maintenant je reprends l'hypothèse, je regarde P sigma est conjugué à P tau, donc P sigma puissance I est conjugué à P tau puissance I, donc la dimension de Kerr de P sigma puissance I moins IN est égale à la dimension de Kerr de P tau puissance I moins IN. Alors ça c'est normal, hein. Quand on a deux matrices qui sont conjuguées, elles ont même valeur propre, hein, et les dimensions, les multiplicités en quelque sorte, donc les dimensions des sous-espaces propres correspondant à la même valeur propre sont égales. Bien, donc ici on a cette dimension qui est égale à ça. Mais ça, par définition, presque par définition, la matrice de permutation de P puissance I, c'est la matrice de permutation de sigma puissance I, et là pareil. Ce qui va dire que M1 de sigma I est égal à M1 de tau I, d'après ce qu'on a vu ici. Mais M1 de sigma I, c'est le nombre de cycles dans la décomposition en support disjoint de sigma I, c'est-à-dire c'est MI de sigma. Donc MI de sigma est égal à MI de tau, ça quel que soit I, et donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, sigma et tau sont conjugués, et c'est terminé. Bref, c'est un développement pertinent, avec des jolies applications, un grand champ de découverte dans les mathématiques, dans l'algèbre particulièrement, évidemment, ce qu'on appelle un beau voyage.